Alors, pour cette conférence un petit peu improvisée, donc j'ai donné un titre très bien, comme ça au moins ça donnera l'illusion que c'est très bien préparé. Sois une vraie femme et fais ce que tu veux. C'est une phrase de Gertrude von Lefort dans le livre La femme éternelle dont je vous parlais ce matin, qui paraphrase en fait la phrase de Saint-Augustin « Aime et fais ce que tu veux ». Et donc, alors, sois une vraie femme et fais ce que tu veux, c'est vrai qu'on peut un petit peu mal le comprendre, surtout dans un contexte, j'allais dire, féministe, où on nous parle sans cesse d'une fausse libération de la femme. Et de l'autre côté, on a aussi un monde catholique qui parfois donne l'impression, quand il y a un manque d'équilibre, qui peut donner l'impression d'être dans un carcan, en fait. Donc, il y a un peu, en fait, en réaction à cette fausse libération de la femme, parfois on va un peu dans l'autre extrême en souhaitant enfermer la femme en fait dans un carcan. Et donc voilà, d'où l'importance de l'équilibre et de bien comprendre la notion de liberté comme je vous l'expliquais ce matin, et de faire attention aussi au modèle que l'on va prendre finalement. Et voilà, ce que j'allais dire, un peu le message que je veux faire passer dans l'heure qui va suivre, c'est vraiment de vous dire de ne pas avoir peur d'être des femmes, des vraies femmes, des saintes femmes, et ne pas avoir peur aussi d'aller à contre-courant du monde, même si c'est exigeant. Et aller à contre-courant du monde, ça ne veut pas dire je m'oppose à tout prix, ou je rejette forcément tout, ou je pars exprès dans l'autre extrême. C'est tout simplement garder ses principes, mais savoir évoluer quand même dans le monde dans lequel on vit, tout simplement. Mais en ne faisant pas de compromis sur les choses importantes. Donc pour ça, il y a vraiment 2 citations moi, que j'aime beaucoup et que je répète souvent, et qui ont d'ailleurs donné leur nom aussi à Femme à part. C'était la citation dans l'évangile de Saint Jean, « Soyez dans le monde sans être du monde ». Et la citation, ça je crois que c'est notre Seigneur, mais par contre je ne sais plus quand est-ce qu'il le dit, « N'ayez pas peur si l'on vous persécute parce qu'on m'a persécuté en premier ». Et ça, je trouve que ça peut être assez réconfortant de se dire que voilà, si parfois c'est pas facile, si on a certains regards, certaines remarques sur nous, c'est vrai que le fait de se dire que notre Seigneur a vécu bien pire que nous et a été persécuté beaucoup plus que nous, ça peut aussi un peu nous soutenir dans notre combat et dans notre volonté d'être des femmes et des saintes femmes. Alors qu'est-ce qu'une femme catholique aujourd'hui, j'allais dire ? C'est tout simplement une femme qui est fidèle à ce que Dieu veut pour elle et à ce qu'il lui a donné en fait comme don, comme grâce, comme talent spécifique. Et donc c'est une femme qui tend à la sainteté tout simplement. Et ça rejoint un peu ce que je disais sur la liberté ce matin, mais justement, il y a Sainte Catherine de Sienne qui dit « Soyez ce que Dieu veut que vous soyez et vous mettrez le feu au monde ». Et en fait, on se rend compte que si on est vraiment fidèle à ce que le bon Dieu attend pour nous, c'est ce qui va nous épanouir, c'est ce qui va nous rendre heureuses. Léon Bloy disait « Plus une femme est sainte, plus elle est femme ». Mais on peut dire aussi « Plus une femme est femme, plus elle est sainte » parce qu'en fait, elle va correspondre à ce que Dieu veut pour elle. Dieu a créé la femme voilà, pour être une compagne pour l'homme, pour la créer aussi, bon, comme l'homme d'ailleurs, pour le bonheur du ciel. Et en fait, c'est là qu'on se dit, on a l'impression que c'est quelque chose ça nous force, entre guillemets, à être des saintes, ça va aller contre notre liberté. Mais en fait, non, parce que c'est exactement ce que le bon Dieu veut pour nous, et le bon Dieu veut qu'on soit heureuse. Donc si le bon Dieu nous a créés comme ça, en tant que femmes, avec telle qualité, telle force, et puis des choses peut-être, des faiblesses aussi, ou des choses plus compliquées à gérer, et en tout cas, c'est ce qu'il veut pour nous et c'est ce qu'il veut pour notre bonheur. Donc plus on accueille notre nature, notre vocation, et plus on y consent, plus on va plaire au bon Dieu, mais même plus nous, en fait, on va être heureuse et on va tout simplement trouver le chemin à la fois du bonheur et à la fois de la sainteté, puisque notre bonheur, c'est d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, eh bien, il faut tout simplement être de saintes femmes. Et alors... c'est vrai que dans le monde actuel, avec tous les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que le but dans la vie, c'est d'avoir plein d'amis, d'avoir plein de followers sur Instagram, d'être populaire, d'avoir les gens qui nous aiment, qui nous admirent, de prendre des belles photos de nous et tout le monde qui like en dessous. C'est le but ultime. J'ai réussi à avoir ci ou ça, ou tiens, j'ai une marque qui m'a contactée pour que je fasse de la pub pour eux, ça veut dire que vraiment je commence à avoir de l'influence, etc. Voilà, le but dans la vie, c'est pas les selfies qu'on va faire ou le nombre de followers qu'on va avoir, c'est vraiment de se sanctifier et aussi de sanctifier les autres.
Donc d'où l'importance aussi d'être un modèle, un exemple et de vouloir faire de l'apostolat. C'est pas juste je me sanctifie dans mon coin et j'essaye d'être une sainte, ou voilà, d'être catholique, mais sans le montrer, sans rien faire. Voilà, c'est vraiment aussi de s'épanouir et de montrer au monde tout ce que le bon Dieu peut apporter de positif dans notre vie. Et c'est l'importance aussi, j'allais dire, de la gratuité. On est dans un monde qui marchande de tout, où tout a une valeur un peu économique, ou alors une valeur, justement, tous les followers sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tout se réduit au nombre d'amis qu'on a sur Facebook, ou alors à la valeur que peut prendre, je sais pas, une action qu'on va faire ou quelque chose qu'on va acheter. Il n'y a plus de gratuité, il n'y a plus, par exemple, la beauté pour la beauté, la culture pour se cultiver. On n'a plus cette cette volonté, cette envie de vraiment se dépasser, aller au-delà de soi-même, toujours chercher à s'améliorer. Et ça, je trouve que c'est vraiment un défaut de la société actuelle, c'est de tout... Voilà, en gros, si on n'a pas un retour économique, on le fait pas. Ou si ça va pas nous apporter quelque chose de concret, spécial, qu'on va voir tout de suite, on va pas forcément se donner la peine de le faire. Alors que voilà, on a vraiment besoin justement de la beauté aussi, la beauté qui peut évangéliser. Et de se dire, je peux aussi faire rencontrer le bon Dieu aux gens à travers de belles choses comme ça, ou tout simplement la façon dont on s'habille, la façon dont on parle, notre attitude, le fait d'être généreuse, d'être charitable, etc. Importance aussi par rapport quand on est une femme catholique dans le monde actuel, c'est de ne pas tomber dans le piège féministe. Alors on l'a un petit peu abordé ce matin. Pourquoi j'en parle souvent, et d'ailleurs parfois on me reproche de trop en parler, c'est que tout simplement déjà c'est vraiment, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal aujourd'hui, ou n'importe quelle page internet, n'importe quel réseau social, pour se rendre compte que c'est vraiment l'idéologie dominante. Si vous lisez n'importe quel article maintenant sur tous les sujets, que ce soit des sujets aussi, j'allais dire, basiques et inintéressants que les poils des femmes, ou que ce soit le travail des femmes, ou que ce soit la société de façon générale, on va toujours, si vous analysez n'importe quel article, dans 90% des cas, il y aura de l'idéologie féministe derrière. Donc on nous parle du patriarcat oppresseur, on nous parle des femmes qui sont victimes des hommes, on nous parle de la libération de la femme, du fait que la femme fait ce qu'elle veut de son corps, de sa vie, etc. C'est vraiment une idéologie qui est partout et qui s'insinue partout de façon assez vicieuse parfois, d'où l'intérêt de la connaître, de la combattre et de ne pas se laisser laver le cerveau, parce que parfois on se fait influencer, qu'on le veuille ou non. Et aussi, parfois, en tant que femme catholique, on a tendance, évidemment, à regarder les modèles qui nous sont proposés sur les médias, dans les publicités, sur les réseaux sociaux. Et on a beau être catholique, parfois, on envie certaines femmes, parce que c'est très humain, tout simplement. Et parfois, on voit des femmes... je ne sais pas, qui s'habillent mal, ou qui abandonnent leurs enfants pour poursuivre leur carrière, ou même qui n'ont pas du tout d'enfants pour poursuivre leur carrière, etc. Et parfois, ça nous donne presque envie parce qu'on a l'impression qu'elles sont heureuses. Et on se dit, non mais quand même, ça a l'air génial de faire ci, de faire ça, de se sentir peut-être... moi, je dois toujours faire attention à la longueur de ma jupe, je dois toujours rester avec mes enfants, alors que peut-être qu'il y a des jours, c'est pas très facile, ou voilà. Et on peut se faire, nous aussi, influencer et prendre pour modèle des personnes, en fait, qui devraient pas du tout être nos modèles, tout simplement. Et on peut se faire prendre un petit peu dans cette illusion. Donc, d'où l'intérêt de vraiment apprendre à s'aimer tel que nous sommes et tel que le bon Dieu nous a créés. Donc, si le bon Dieu nous a créés, notamment par exemple pour les femmes, avec la maternité par exemple qui nous caractérise, l'homme ne sera jamais, ne sera jamais papa, ne sera jamais maman, il ne pourra jamais accoucher et attendre un enfant. C'est vraiment une spécificité féminine. Le bon Dieu a créé notre corps pour que tous les mois notre corps nous rappelle qu'on est faite pour accueillir potentiellement la vie. Et ça, c'est quelque chose que l'on nie beaucoup à l'heure actuelle, alors que si on accueille cette caractéristique que le bon Dieu nous a donnée, ce don de la vie qu'il nous donne, on sera beaucoup plus heureuse que si on va à contre-courant et que si on essaye de faire autre chose, tout simplement. D'où soyez ce que Dieu veut que vous soyez, et vous mettrez
le feu au monde. La complémentarité avec l'homme, j'en ai parlé ce matin, donc je ne reviens pas là-dessus. Le fait de cultiver nos dons et nos talents, ça c'est aussi, je pense, parfois un peu un défaut, enfin voilà, un biais dans lequel on peut parfois tomber, de se dire, enfin de se décourager un petit peu, de se dire, alors soit on a le défaut de se dire tout va mal dans le monde actuel, tout s'effondre, ça n'a plus aucun sens de faire des efforts ou d'être catholique ou d'être une vraie femme ou de s'habiller décemment, je sais pas, d'être mère au foyer, etc. Donc limite on abandonne tout et voilà, on suit le monde, ou alors de se dire je vais un peu donner le minimum parce que par rapport aux autres c'est déjà génial en fait. Je veux dire, si je me compare à la voisine qui je sais pas, qui est même pas baptisée ou qui s'habille toujours qui est à moitié nue dans la rue, finalement même si ma jupe est un peu courte, en vrai ça va, c'est déjà beaucoup mieux par rapport à la moyenne, et donc on va avoir tendance à se comparer au monde alors que ça n'est pas du tout la bonne jauge de comparaison, j'allais dire. Et qu'il faut vraiment, voilà, nous, c'est pas le monde notre repère, c'est Dieu, c'est le bonheur du ciel. Donc ne pas avoir peur de... Ne pas juste cultiver le minimum, mais vraiment, j'allais dire, embrasser notre vocation féminine, tous nos talents, tous nos dons. On a tous des talents, des dons particuliers, que ce soit manuel, que ce soit intellectuel ou musical, je ne sais pas, voilà. Et voilà, on doit vraiment toutes les cultiver et essayer de donner le meilleur, j'allais dire, dans le domaine où on a des facilités, dans le domaine où on a vraiment des talents particuliers. Et sans, j'allais dire, et que ça soit une vraie plus-value par rapport au monde et pas seulement, justement pas tomber dans le piège du monde où le but c'est d'être populaire dans la vie ou sur les réseaux sociaux, où le but c'est d'avoir de l'attention sur nous, etc. Là vraiment... j'allais dire, apporter sa pierre à l'édifice et apporter vraiment quelque chose au monde. Et ça ne sera pas forcément faire des grandes choses ou des actions éclatantes, mais vous parliez des camps, par exemple, que vous alliez organiser, tout ce que vous essayez de créer. Voilà, ça, c'est une action concrète qui est à l'échelle du monde, j'allais dire, ça passe presque inaperçu. Mais en fait, vous, à votre échelle, c'est hyper important ce que vous faites. Vous vous impliquez dans la société dans laquelle vous vivez, à l'endroit où vous êtes, vous essayez de faire grandir d'autres jeunes filles, etc. Donc c'est hyper important d'avoir ce genre d'initiative. Parfois ça peut être au travail aussi qu'on peut faire de l'apostolat, etc. Donc c'est vraiment super important. Et pour savoir un peu conclure, j'allais dire, sur cette partie un peu sur qu'est-ce qu'une femme catholique un peu aujourd'hui, le fait de se dire que souvent, la réponse est dans les évangiles ou dans la Bible, même si on se dirait que c'est dépassé et que ça fait bien longtemps que ça a été écrit et qu'en vrai, c'est pas forcément adapté à notre époque. Mais par exemple, quand on lit le livre des Proverbes, ça pour le coup, je crois que je l'ai imprimé, la femme du livre des Proverbes, c'est impressionnant de voir qu'elle n'a rien elle n'a rien à envier aux féministes actuelles. C'est-à-dire que quand le livre des Proverbes, je pense que vous connaissez l'extrait, décrit qu'est-ce qu'une femme forte, c'est pas la femme... justement, déjà, on dit pas... déjà, c'est qu'est-ce qu'une femme forte. C'est quand même un mot, justement, avec lequel on nous bassine à tort et à travers. Alors que là, on voit que ça va pas être la femme qui ne fait rien, ni quoi que ce soit, mais au contraire, ça va être une femme qui fait plein de choses, qui a un rôle hyper important, qui est complémentaire à son mari, qui fait des choses même avec ses mains, qui fait pas mal de choses. Et on voit que ça n'est pas du tout l'image que se font les féministes de la femme avant que le féminisme ne vienne la sauver. Voilà, comme si avant mai 68, toutes les femmes étaient malheureuses, toutes les femmes étaient oppressées, personne ne faisait rien, tout le monde, les femmes n'avaient rien à apporter au monde, et voilà, et c'était horrible, quoi. Donc on est loin de cette image un peu caricaturale de la femme, par exemple de la femme du Moyen-Âge aussi. Je ne sais pas si vous avez lu les livres de Régine Pernoud, mais voilà, on voit que, et puis on en parlait ce matin, il y a eu des grandes femmes, des grandes saintes, des grandes Sainte Hildegarde par exemple, qui était à la fois médecin. Je ne sais pas si elle a créé son ordre, mais elle était son ordre religieux. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, voilà, qui était déjà grand médecin, qui a fait beaucoup de choses. Il y a eu des reines, des régentes, des grandes saintes qui ont créé ou co-créé avec d'autres saints des ordres. Donc voilà, il y a eu beaucoup de très grandes femmes et on n'a pas attendu le féminisme pour cela.
Aujourd'hui, on nous parle beaucoup, je voulais faire un peu une deuxième partie sur la condition des femmes à notre époque. Parce que voilà, soit une vraie femme et fais ce que tu veux, évidemment ça s'entend, une vraie femme telle que Dieu l'a créée et qui suit sa vocation. Et fais ce que tu veux, évidemment ça ne veut pas dire c'est bon je suis une femme donc je fais ce que je veux dans la vie, mais fais ce que tu veux, c'est fais tout ce que tu as à faire et qui correspond à ta vocation. Et en gros, en fait ça signifie que tu seras vraiment libre quand tu embrasseras, parce que je trouve ça fait vraiment cet élan, quand tu accepteras et que tu avanceras avec toute ta féminité, tout simplement. Et aujourd'hui, au contraire, on a l'air de nous dire que la condition de la femme est terrible, qu'elle ne peut rien faire, qu'il y a quelques années encore, enfin il y a quelques années, maintenant ça date, mais bon, on nous le ressort encore, elle ne pouvait pas voter, elle n'avait pas de compte en banque, etc. Et donc on a l'impression, quand on écoute les journaux actuels, que la condition de la femme est horrible, que je sais pas, qu'elle risque sa vie à chaque fois qu'elle sort dans la rue, ou bon. Et donc voilà, et moi j'avais fait un podcast là-dessus pour dire que oui, la condition des femmes était terrible, mais certainement pas comme l'entend le monde actuel. Donc première chose que je trouve horrible pour la femme et qui la rend objet en fait, et l'éloigne finalement de sa féminité, c'est l'hypersexualisation de la femme. Donc la femme devient un objet, que ce soit par le fait qu'elle se dévêtisse quasiment complètement, que ce soit dans la rue, dans les publicités, le fait que la femme soit devenue, même avec tout ce qui était révolution sexuelle en mai 68, la contraception et compagnie, soi-disant pour libérer la femme, mais qui finalement la rend encore plus esclave, par rapport aux hommes notamment. Tous les médias, les publicités, etc., qui essayent de tout simplement pour vendre tout et n'importe quoi, on met des femmes à moitié nues. Et donc ça, oui, ça c'est terrible pour la femme parce que ça va à l'encontre de sa vocation. Je parlais de la maternité, c'est justement ça. Quand on est croyant, on sait que évidemment, donc l'homme et la femme évidemment sont acteurs de la création d'un enfant, mais il y a également Dieu qui va intervenir directement pour créer l'âme de ce bébé. Et quand on pense que la femme porte en elle déjà le fait de porter la vie, et en plus une vie qui a été co-créée avec l'aide de Dieu, enfin, c'est quand même quelque chose d'hyper de sacré, enfin sacré peut-être pas dans le vrai sens du terme, mais enfin, qu'on doit vraiment protéger, qui est vraiment super important. Et justement, à l'heure actuelle, on banalise cela et on ne respecte plus du tout ça dans la femme. Donc ça, déjà, c'est quelque chose vraiment contre lequel on doit lutter. Le fait que de vouloir copier les hommes aussi, faire des choses qui ne nous ressemblent pas, le fait de vouloir absolument leur ressembler, se détourner un peu de notre vocation, de nos envies. Le nombre de femmes qui m'écrivent et qui me disent « mais c'est horrible, moi j'ai laissé mes enfants pour aller travailler, mais c'est un déchirement à chaque fois que je vais travailler. En même temps, j'ose pas trop arrêter de travailler. » Alors bon, parfois il y a un contexte économique qui fait que, mais il y en a beaucoup qui même n'osent pas parce qu'elles ont peur du regard qu'on va poser sur elles. Il y avait Lucie Chauffet, je ne sais plus, qui avait fait un livre l'incroyable imposture du féminisme, où elle racontait justement, puis elle avait interrogé beaucoup de femmes pour faire ses enquêtes, et elle-même, en fait, elle a fait des grandes études, enfin elle est allée assez loin. Je crois que son premier enfant, elle l'a eu quand elle était encore en train d'étudier, si je me souviens bien. Et après, justement, tout le monde lui a mis une pression horrible pour qu'elle travaille et qu'elle laisse ses enfants, en fait. Et bon, finalement, elle a réussi à être plus forte que la pression. Et voilà, même malgré ses grandes études, malgré ses longues études et son très bon travail, elle a décidé de rester s'occuper de ses enfants. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une grande pression pour que les femmes aillent à l'encontre un petit peu de leur instinct, finalement, de rester s'occuper de leurs enfants. Donc voilà, puis pour plein d'autres sujets, la complémentarité, la supériorité de la femme, etc. La compétition entre hommes et femmes aussi. On a l'impression que l'homme est l'ennemi de la femme est l'ennemi de l'homme, et finalement l'homme et la femme se font beaucoup de mal plutôt que de se tirer vers le haut, comme j'en parlais ce matin. Une nouveauté, c'est pas nouveau, mais ça fait plusieurs années aussi que la femme est vraiment toujours considérée comme une victime. Victime de la vie, victime du patriarcat, victime de tout. On a l'impression que tout est négatif pour elle et qu'elle est malheureuse tout simplement, mais en fait oui, elle est malheureuse mais pour d'autres raisons.
Quand une femme réussit à faire quelque chose, en fait, c'est très paradoxal parce que la femme est capable de tout, la femme est forte, la femme est géniale, la femme peut tout faire. Mais dès que la femme fait quelque chose, t'as vu, je suis une femme et j'ai réussi à faire ça. Et alors que c'est des trucs complètement, j'allais dire, naturels. Très souvent, il y a des femmes qui disent, voilà, je suis une femme et j'ai réussi, je sais pas, à monter mon entreprise, à devenir directeur, à faire ceci, cela. Bah voilà, si la femme est de toute façon l'égale de l'homme et a les mêmes compétences, pourquoi spécialement remarquer quand c'est une femme qui le fait, ou faire croire que quand on est une femme, on va avoir des difficultés dans la vie, tout simplement. Enfin, moi, je sais pas, j'ai créé mon entreprise et j'ai jamais eu aucun problème ou aucun frein parce que j'étais une femme. Je sais pas, mon cabinet comptable m'a pas dit « Ah non, vous êtes une femme, on va pas travailler pour vous. » Pareil, l'atelier en Pologne, « Ah non, 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 travaillez pas pour des femmes. » Enfin, c'est vraiment une illusion de croire que les femmes sont victimes. Je pense qu'elles sont victimes de leur propre... elles se sont prises au propre jeu des féministes. Et en vrai, quand on est à sa place et qu'on a les compétences, il n'y a aucune raison qu'on soit victime de quoi que ce soit. Et il y a aussi cette histoire de quotas, mais ça, je sais pas si je vous en avais parlé l'année dernière, mais le fait de dire, par exemple, maintenant on va mettre des quotas et on va mettre dans les entreprises 50% d'hommes, 50% de femmes, ou alors au gouvernement, 50% d'hommes, 50% de femmes. Et ça, justement, c'est très, très réducteur pour la femme, et que ce soit elle pour sa fierté personnelle et même par rapport aux hommes, parce que ça veut dire qu'on aura toujours un doute. On aura toujours un doute par rapport aux compétences des femmes. Si dans le gouvernement, vous voyez qu'il y a pile le même nombre d'hommes et pile le même nombre de femmes parce que c'était les quotas, parce qu'il fallait mettre en valeur la femme, on va forcément se dire, est-ce que la femme a été choisie parce qu'elle est vraiment compétente pour ce poste ou est-ce qu'elle a été choisie parce qu'en fait, il fallait absolument mettre une femme. Ça se trouve, il y a un homme qui était plus compétent qu'elle, mais on l'a choisie elle parce que c'était une femme. Donc voilà, ça c'est un peu les féministes qui sont prises à leur propre jeu et c'est très dommage parce que la femme passe... c'est un peu l'idiote utile qui est là pour remplir des quotas. C'est très superficiel en fait et ça n'a aucun intérêt. Et justement, les féministes parlent tout le temps d'oppression de la femme et moi je trouve qu'il y a une oppression mais plutôt dans l'autre sens, dans le sens où si on veut vraiment être féminine, être de bonnes épouses, par exemple, être soumise à notre mari, s'occuper du foyer, ne pas travailler, etc. Là, pour le coup, on est tout de suite pointé du doigt, tout de suite on nous dit « Ah bah bravo, c'est quoi l'expression ? C'est tu vis au crochet de ton mari » ou... Enfin voilà, c'est un peu... T'es un peu nulle, quoi. T'es dépendante de ton mari et... Ah oui, t'es un peu assistée, quoi. C'est un peu ça leur expression. On essaye de pousser les femmes vraiment à faire et être le contraire de ce qu'elles sont. Et en fait, c'est ça qui va les rendre malheureuses. Je sais pas, même le fait parfois d'être catholique, ça peut aussi c'est ringard, c'est je ne sais pas quoi. Ou si on s'habille d'une certaine façon, on peut aussi avoir un petit peu la pression. Donc il y a vraiment cette idée de... En fait, on a plutôt la pression quand on ne veut pas rentrer dans le moule. Et un exemple assez facile à donner, c'est aussi le fait de, par exemple, essayer de dire un jour, enfin pas dans un contexte comme ici, mais je sais pas, quand vous serez à la fac ou après ça dépend où vous êtes, ou au travail, par exemple dire que vous n'êtes pas féministe ou sur les réseaux sociaux, vous allez voir ce qui vous arrive en fait. Les femmes ne supportent pas qu'on ne soit pas féministe et en fait... Si t'es pas féministe, ça veut dire que t'es pour que les femmes, t'es favorable au fait que les femmes soient battues. Ça veut dire que t'es pour la culture du viol, etc. Ça veut dire que si t'es pas féministe, mais tu te rends compte que c'est quand même grâce à nous que tu peux avoir ton compte en banque, avoir ton propre chéquier, je ne sais pas quoi. Donc on a l'impression qu'il y a que ça qui est important et que voilà, on n'a pas le droit de penser le contraire. Donc c'est la liberté de la femme, c'est faire ce que vous voulez, mais quand même en restant féministe, quoi. Donc c'est pas vraiment, on voit bien que ça n'est ni honnête ni respectueux de la femme, tout simplement. Donc voilà, le but c'est vraiment de montrer qu'on n'est pas une hystérique, j'allais dire, parce qu'il y en a quand même à l'heure actuelle, qu'on n'est pas des hystériques, qu'on n'est pas manipulatrice, qu'on va pas être là pour embêter le monde et voilà, juste essayer de profiter, j'allais dire, d'une situation. Parce que je pense que les femmes à l'heure actuelle peuvent vraiment profiter du système et se poser comme victimes quand elles le veulent, ne serait-ce que par exemple quand il y a des histoires d'agression ou de maris qui battent leurs femmes. Il y a des cas où effectivement c'est vrai.
mais il y a tellement de cas où les femmes ont inventé des agressions qu'en fait ça porte préjudice à celles qui se sont vraiment fait agresser. Et on voit en fait que c'est toujours les femmes qui sont crues par rapport aux hommes, par exemple. Donc un homme qui se fait battre par sa femme ou qui a des problèmes de ce style, on ne va jamais le croire, ou en tout cas on va vraiment avoir des doutes. Alors qu'il suffit que demain j'appelle n'importe quel commissariat et je dis que, je sais pas, quelqu'un, bon là on n'est que des filles, mais bon, que qu'un homme m'a battu ou m'a agressé pendant la conférence, en vrai on me croira tout de suite, et après ça sera trop tard, même si après il y a des enquêtes, etc. Bon, bah, le préjudice sera fait aux hommes, mais voilà. Donc on est quand même favorisés, enfin les femmes sont quand même favorisées, et je pense qu'il y en a qui essayent d'en profiter, et c'est bien triste d'en profiter de cette manière. Et je trouve que si on en revient au titre de la conférence, sois une vraie femme et fais ce que tu veux, au contraire, on va être beaucoup plus, quand on est vraiment femme, vraiment qu'on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être en bonne entente et bonne complémentarité avec les hommes. Au contraire, on va avoir beaucoup plus de latitude et d'influence positive. C'est ça qu'il faut voir, c'est que j'en parlerai un peu après, mais pour beaucoup de femmes, ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir. Et d'ailleurs, voilà, on parle de girl power. Le but, c'est vraiment de trouver le pouvoir dans le monde, d'avoir de l'influence, etc. Et ces femmes ne se rendent pas compte qu'en fait, en imitant les hommes, déjà, elles n'auront aucune influence, parce que dans ces cas-là, c'est autant être un homme, quoi. Enfin, elles n'auront pas une influence spécifique féminine, on va dire. Et surtout qu'elles auront une marge de manœuvre très réduite, alors qu'en étant vraiment des femmes, au contraire, là, il y a un millier de choses que l'on peut faire et que l'on peut faire de bien pour élever les hommes, les tirer vers le haut, nous-mêmes accepter d'être un peu rationalisés par l'homme et d'être, entre guillemets, sanctifiés par lui, enfin qu'on se sanctifie mutuellement. Et ça, on pourra le faire, mais en étant vraiment femme. Et c'est ça qui va nous donner après une grande liberté, une grande marge de manœuvre dans notre féminité. Alors pour en revenir justement au girl power, ça m'arrive de temps en temps malheureusement d'être chez des gens qui ont la télé, et de voir ce qui s'y passe, ou de tomber sur des vidéos sur YouTube. Et l'image de la femme qui est renvoyée comme la femme idéale, la femme qui a du pouvoir, la femme à qui on veut ressembler. Je sais pas, par exemple Beyoncé, ou je sais pas, ce genre de personne qui, ouais, c'est génial, elle a réussi, elle a une grande carrière, elle ne dépend pas de son mari, elle a de l'argent, elle est connue, tout ce qu'on veut. Et quand on se rend compte de ce que c'est sa vie, ou de, je sais pas, la façon dont elle se tient, ce qu'elle fait dans ses clips, etc. Enfin, c'est pire je suis désolée, mais c'est pire qu'une prostituée. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment ça, être influenceuse, avoir du pouvoir, le girl power dont on nous parle on voit les femmes là, avec l'image des États-Unis, la femme qui montre ses muscles là, et voilà. C'est Beyoncé d'ailleurs qui a fait une chanson Who Runs the World, mais en français, qui dirige le monde, quoi. C'est les filles qui sont les maîtres du monde, entre guillemets. Les femmes peuvent le faire, etc. Je pense que les personnes confondent le pouvoir et la valeur. C'est-à-dire, comme je le disais ce matin, ça n'est pas forcément le nombre de followers, le nombre de personnes à qui on parle dans la journée, l'argent qu'on a sur son compte en banque, ni quoi que ce soit qui va faire qu'on peut avoir de l'influence. C'est vraiment notre valeur propre. Si nous, on est des femmes bien, des femmes saintes, des femmes qui élèvent le monde, on va avoir une influence plus ou moins grande, mais qui sera là, et de façon certaine, sur les personnes qui nous entourent, notre petit cercle. Et puis après, petit à petit, voilà, ça influence bien tout le monde. Pas besoin d'être astrophysicienne, ou d'avoir son entreprise cotée au CAC 40 pour avoir de l'influence, ni avoir un certain nombre d'abonnés, et j'allais dire ni même la reconnaissance de la société, puisque la société a perdu tous ses repères. Mais le but, c'est vraiment être une femme de valeur, c'est vraiment chercher, comme je le disais, voilà, être fidèle à soi-même, et être ancré en Dieu aussi, avoir vraiment une base solide, et c'est ça qui va faire qu'on va vraiment pouvoir faire plein de choses. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie, mais souvent quand on se confie au bon Dieu, quand on essaye de faire le bien, etc., souvent la providence va être là, va nous aider, va nous ouvrir des portes. Par exemple, quand j'en ai parlé, je ne sais plus, c'était hier soir, sur la collection, le fait de dire qu'à la base, j'étais censée être à Paris je ne savais même pas comment j'allais le faire.
Et les 2 personnes qui me poussaient à fond me disaient mais tu verras, le bon Dieu va se débrouiller, tout va rentrer dans l'ordre. Et moi, je disais, mais comment je vais faire? J'avais pas d'argent à investir dans ma société. J'étais censée être à Paris et l'entrepôt allait être dans l'est de la France. Enfin, il n'y a rien vraiment, aucune pièce du puzzle qui se mettait, voilà, qui se mettait ensemble. Et finalement, voilà, tout s'est bien déroulé. Parce que bon, en tout cas, j'ai reçu de l'aide du bon Dieu, donc j'espère que l'entreprise lui plaît. Mais voilà, c'est vraiment ça aussi, quand on fait confiance et qu'on se met les moyens, et que je pense quand on est dans le bien, il y a aussi tout qui va bien se dérouler pour nous. Et aussi, quand on fait le bien, on attire le bien, j'allais dire. Donc ça, c'est un peu une règle de vie. Même si, par exemple, vous êtes entouré au travail ou au lycée ou à la fac de personnes qui ne sont pas catholiques ou qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, le fait de vous rester fidèle à vos principes vous fera beaucoup plus respecter. Si vous dites bah non, ça va, ça je marche pas là-dedans, ça bah non, c'est pas possible pour moi, bah oui, voilà, je vais à la messe tous les dimanches et c'est comme ça. Je pense que les gens vont beaucoup plus vous respecter. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de musulmanes par exemple qui m'écrivent et qui sont très respectueuses et qui me disent bah ça fait plaisir de voir quelqu'un qui ose dire les choses et qui respecte ses valeurs plutôt que de faire des compromis avec le monde ou plutôt que de dire voilà, je ne dis rien, je reste neutre, je vais dans le sens des autres. Bon, parfois c'est nécessaire, on peut pas toujours argumenter avec les gens, ça dépend du contexte, mais voilà, en tout cas, essayer de se respecter, d'être fidèle à soi-même. Et en fait, j'aimerais vraiment que vous compreniez ça, parce que moi, c'est quelque chose un peu qui me fait peur par rapport aux réseaux sociaux. Parce que je sais pas si vous êtes dessus beaucoup ou pas, mais je trouve que plus on avance, c'est de plus en plus moi en tout cas à mon époque, j'ai eu un portable, j'avais seulement 18 ans, c'était pas encore un smartphone et il y avait encore les SMS avec le nombre de caractères limité. Pour vous dire, c'était vraiment pas la même époque. Et je me dis voilà, moi les réseaux sociaux sont arrivés, je m'étais déjà un peu construite, on va dire, mais même à l'heure actuelle, je vois le mal que ça peut faire. Et je me dis, ça donne une très mauvaise idée de ce que l'on peut être et de la façon dont on peut changer le monde, je trouve. Après, j'en parlerai demain dans la conférence, mais des façons dont on peut changer le monde. Mais je pense qu'il faut vraiment être très prudent par rapport aux réseaux sociaux, à l'image de la femme que ça renvoie. Ça peut très souvent donner envie aussi. Alors, soit donner des complexes, parce que tout simplement, on voit plein de filles qui s'étalent et qui ont un corps de rêve. Donc, on a l'impression, en tout cas, l'impression qui est donnée, c'est qu'elles ont un corps de rêve, c'est qu'elles ont une vie de rêve, c'est qu'elles ont un mari parfait, des enfants parfaits. Elles travaillent, mais en même temps, elles arrivent à gérer leur famille. Voilà, ça donne l'impression que tout est parfait, tout est rose. Et en fait, on se rend compte que finalement, déjà, c'est que ce qu'elles veulent montrer. Donc forcément, il y a sûrement des choses qu'on ne voit pas. Par rapport au corps, tout simplement, il y a des choses qui peuvent être retouchées, etc. Et surtout, ça donne c'est des personnes aussi qui cherchent toujours à se mettre en avant, évidemment, et à mettre en avant, du coup, uniquement le positif et uniquement ce qui va faire vendre aussi. Donc parfois, on fait des petits compromis sur ses valeurs, etc. Moi, il y a encore récemment, on m'a dit... C'était sur YouTube, on m'a dit mais pourquoi tu parles tout le temps de Dieu, du fait d'être catholique, etc. Genre c'est très bien si t'as la foi, mais t'aurais beaucoup plus d'abonnés si tu avais un discours genre, qui respecte mes valeurs quand même. Hein. Évidemment, je vais pas tergiverser avec ça, mais tout en respectant tes valeurs quand même, d'être un peu plus global, un peu plus flou peut-être sur certaines choses, sur la foi, ne pas parler de Dieu, etc. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de répondre à cette personne. Il y en a plein qui ont répondu à ma place et qui ont dit non, laissez-la être catholique et vraiment catholique, parce que justement, on a déjà plein d'influenceurs, plein de gens qui, sur YouTube ou ailleurs, qui ont du contenu qui est plutôt intéressant. Il y a des bonnes choses, mais qui ne sont pas catholiques. Donc, au contraire, on a besoin de quelqu'un qui soit vraiment catholique, qui assume et qui en parle. Et puis après, si on n'est pas catholique, voilà, on prend ce qu'on veut dans ce que je dis. Donc c'est vraiment important d'être vraiment soi-même sans faire de compromis. Et si vous êtes sur les réseaux, c'est pareil, ne pas se laisser influencer par un monde qui est totalement
je vais pas dire superficielle parce qu'il y a des choses très profondes aussi qu'on trouve sur les réseaux, mais qui est quand même, c'est presque un peu comme si on était dans un monde parallèle un peu imaginaire. Et pareil, après dans notre vie, on va avoir tendance à dire ah tiens, ça faut que je le partage, ça faut faire ci, attends, ça faut que ça soit quand même bien mis parce que si après je prends une photo, oulala, faut que ça donne bien, faut qu'on croit qu'il y ait du monde à ma conférence, alors je vais prendre enfin, vous voyez, après on se met dans un état d'esprit en fait où on est tout le temps en train de se mettre en scène. Et ça, c'est super mauvais parce que ça empêche d'être soi-même, en fait. Au lieu d'être soi-même, on est une espèce de version idéale qu'on imagine, qu'on veut montrer au monde. Et ça peut non seulement pousser à faire des compromis, mais j'allais dire, même si on oublie la religion, la foi, c'est tout simplement hyper triste de ne pas être soi-même, mais d'être ce que les autres attendent de nous. Donc ça, après, c'est mon expérience aussi avec Femme à part, mais voilà, parfois, il y a des gens, ça leur plaira pas, la façon dont vous êtes, et si vous êtes entière, mais en même temps, c'est comme ça que vous allez changer le monde. Et au début, je me souviens, Femme à part, justement, je voulais pas forcément beaucoup, je cachais pas que j'étais catholique, mais j'en parlais pas forcément tout le temps parce que justement, je voulais ne pas effrayer, regrouper le plus de gens possible, que tout le monde soit peut-être plus facilement touché par mon discours. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que dans la vie, en même temps, s'il y a un moment, il faut être clair. Parce que sinon on peut aussi, c'est comme pour la modestie, la décence, j'en parlais beaucoup mais j'avais jamais donné de règles précises, donc j'en parlais mais sans jamais dire concrètement il faut faire comme ça. Et en fait on se rend compte qu'il y a des gens, on leur parle de modestie et de décence et ça n'a pas du tout le même sens. Donc il y a beaucoup d'influenceuses soi-disant catho par exemple, mais qui sont toujours à moitié nues sur leur réseau. Et quand je dis à moitié nues, c'est pas juste tiens la jupe est un peu courte, c'est 3 cm trop court. C'est vraiment des mini jupes, des dos complètement nus ou des... Bon, voilà, en gros, très mal habillés. Et, enfin, très indécentes en tout cas. Et donc, voilà, d'où l'intérêt aussi d'être claire, d'être précise, que ce soit sur la foi, sur la décence, sur notre vie. Voilà, pour tout simplement ne pas faire de compromis et pouvoir aussi changer le monde. Parce que si c'est le monde qui nous change... ça sera un petit peu dommage, même s'il y a parfois des choses à prendre aussi chez les gens qui ne sont pas forcément catholiques, mais faire attention en tout cas à cela. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Ça, je vous en ai parlé. Le fait de se construire vraiment sur Dieu, sur ce que Dieu nous a donné, d'être bien ancré en Dieu, je pense que c'est ça après qui nous permet de rayonner. Donc... dans la vie de façon générale, surtout si vous êtes appelé par exemple à évoluer dans des milieux qui ne seront pas forcément catholiques ou quoi que ce soit, se dire je suis un peu ancrée sur mon roc et puis après je peux rayonner, je peux faire du bien, je peux avoir des discussions, des débats, mais au moins je suis sûre de moi-même et je suis ancrée, je ne vais pas dévier du droit chemin. Et aussi prendre beaucoup d'exemples sur la Sainte Vierge qui, même si elle a vécu il y a quelques années maintenant, mais on peut toujours prendre son exemple justement pour le fait de rester à sa place, être humble, comme je le disais ce matin, c'est toujours la plus grande des créatures et pourtant elle est restée soumise à Saint Joseph, elle est restée en silence et dans une vie humble et cachée pendant la plupart de sa vie. Avec une grande confiance en Dieu et ça doit être un petit peu notre modèle pour toutes ces vertus aussi. Ça j'en ai un petit peu parlé, mais de la fausse libération de la femme. Donc la solution aussi pour être une vraie femme, tout simplement mieux se connaître. Donc pour ça je vous rapporte à toutes les conférences de l'année dernière sur comment se connaître son corps, connaître sa morphologie aussi, connaître son fonctionnement, notre sensibilité, l'influence des hormones, en quoi on est différent des hommes. On en parlait tout à l'heure dans la voiture, mais les tempéraments, je pense que vous connaissez les 4 tempéraments, bilieux, sanguin, mélancolique et flegmatique. Ça c'est des choses intéressantes. Connaître les langages de l'amour aussi, enfin tout ce genre de choses qui va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux appréhender les relations hommes-femmes aussi. Être à notre place et s'assumer pleinement sans pour autant avoir besoin d'écraser les autres ou de les diminuer pour nous élever. C'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle avec le féminisme. On peut très bien être à notre place, être heureuse et avoir une vraie valeur ajoutée. Et j'en parlais un petit peu, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, justement le choix des études, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on nous bassine tout le temps avec le fait de dire la femme est capable de tout, la femme peut tout faire, la femme n'a pas besoin de l'homme.
bon, ça dépend des domaines, mais on va dire dans beaucoup de domaines, pour beaucoup de choses, la femme est capable de se débrouiller toute seule. Enfin, je veux dire, voilà, en plus, il y a des femmes, par exemple, qui malheureusement sont devenues veuves, ou sont séparées, ou restent célibataires toute leur vie, ou voilà. A priori, c'est pas des assistées. Elles réussissent, elles prennent un métier, elles arrivent à changer les ampoules chez elles, elles arrivent à prendre des décisions, à faire des trucs administratifs, hein, à porter, déplacer leurs meubles. En fait, oui, les femmes sont capables de plein de choses. Mais il faut voir où est-ce que les femmes vont avoir le plus de valeur ajoutée. Où est-ce qu'elles vont pouvoir vraiment faire spécialement le bien et apporter leur touche personnelle. Donc par exemple, une femme qui voudrait intégrer le GIGN, bon, soit si elle y arrive déjà, tant mieux. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'elle a déjà un certain niveau physique et tout, mais est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, est-ce qu'une femme va faire plus de bien en étant, par exemple, au GIGN ou dans la police ou je sais pas quoi, ou en étant infirmière, ou en travaillant, comme Cécilia, auprès des personnes âgées ou des personnes en fin de vie? Où est-ce que la femme va pouvoir faire le plus de bien? Oui, peut-être qu'il y a des femmes qui sont capables de faire d'être pompier de Paris, par exemple, et d'avoir les mêmes épreuves physiques que les hommes, de réussir les mêmes tests. Est-ce que c'est vraiment là qu'elles pourront faire le plus de bien et s'épanouir en tant que femme? Ou est-ce que c'est plutôt, je sais pas, en étant infirmière, en étant institutrice, en ayant des métiers plus dans le social, près d'enfants, ou etc., ou dans des métiers où justement la touche féminine est vraiment importante et fait la différence. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est où est-ce que je vais pouvoir vraiment faire une différence et faire le bien au monde qui m'entoure, tout simplement. Et j'avais ça n'a pas trop de rapport avec ce que je suis en train de dire, mais j'avais noté une citation dans une série que je regardais. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce qu'on donne tellement un mauvais exemple à l'heure actuelle. Alors qu'il suffirait de petites choses, ça m'avait marqué, mais voilà. En même temps, c'est une série qui se passe il y a, je sais plus, peut-être il y a une 70 années, je pense. Et il y a une femme qui, justement, c'est les tout débuts du féminisme, et il y a une femme qui débarque dans le village et qui est avocate, etc. Et à cette époque-là, c'était révolutionnaire, et voilà. Et elle se faisait un peu regarder de travers. Et les femmes qui sont là dans leur petit village, qui sont juste mères au foyer, qui ont leur petite vie, enfin il y en a une qui est institutrice et qui ne font rien de spécial, et elles envient un petit peu cette femme avocate en la regardant, en lui disant mais toi tu fais quelque chose, tu fais quelque chose pour changer le monde et c'est génial ce que tu fais. Et l'avocate répond, il n'y a rien de plus honorable que le fait d'être une épouse et une mère. Et c'est une toute petite phrase très simple, et qui en plus venant de l'avocate qui aurait pu dire bah ouais c'est ça, girl power, je fais des choses bien, bah non, elle lui a dit mais en fait c'est moi, voilà, c'était peut-être qu'elle a senti que c'était sa vocation d'être avocate ou j'en sais rien, mais voilà, elle a reconnu que non, le plus honorable des métiers entre guillemets, c'est d'être une épouse et une mère. Et ça, je trouve qu'on devrait nous le répéter davantage dans la société actuelle. Soi-disant les femmes font ce qu'elles veulent et sont libres, alors que finalement on leur dit tout le temps qu'il ne faut pas qu'elles restent au foyer, que c'est triste de vivre au crochet de son mari, que être une mère, ça n'épanouit pas trop. Alors heureusement, il y a quand même de plus en plus d'initiatives pour contrer un petit peu ça, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est bien triste. Je sais pas trop où j'en suis, mais oui, je vais commencer à conclure, mais Simone de Beauvoir, j'en ai parlé ce matin, donc une des très grandes figures du féminisme en France, qui disait en 1978... La situation des femmes n'est pas meilleure qu'avant. C'est pas moi qui le dis, c'est Simone de Beauvoir. Il s'en est résulté une agressivité et une hostilité de la part des hommes et une augmentation du nombre de viols. Ils sont devenus si fréquents qu'une femme ne se sent plus à l'aise dans Paris. Donc ça, elle le disait déjà en 1978. Et donc elle a elle-même reconnu que la situation des femmes n'est pas meilleure qu'avant. Or que c'est elle qui a mis tout en place pour libérer la femme. Alors je suis sûre que celles qui sont féministes et qui m'entendent vont dire que mais c'est normal, c'est parce que justement on n'est pas encore arrivé à l'égalité homme-femme, mais je crois qu'on n'y arrivera jamais en fait. Déjà parce qu'ils confondent égalité et équité, et qu'en fait les femmes, les féministes cherchent la supériorité. On le voit bien à l'heure actuelle, c'est y en a jamais, elles n'en ont jamais assez quoi. Quand une revendication est obtenue, on veut au-dessus encore plus. Donc c'est vraiment ouais, ça c'était dans un magazine que j'avais lu ça. J'avais trouvé ça très intéressant. Les différences entre les sexes sont une réalité, parce
qu'effectivement, il y a des différences entre hommes et femmes, sont une réalité que certaines féministes transforment en une inégalité, à sens unique. Donc, dès qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, les femmes sont persuadées que c'est à cause des hommes ou que c'est à leur détriment. Donc, par exemple, quand elle disait les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes, c'est parce qu'à la préhistoire, c'est les hommes qui prenaient toute la viande et nous, on n'en avait pas assez. Donc, on n'a pas eu assez à manger, en gros, dans la préhistoire. Donc, forcément, voilà. Et j'avais lu une vidéo, mais hyper drôle, d'un homme qui disait... Enfin, tellement c'est ridicule, mais les féministes, elles y croient. Et l'homme avait répondu en disant, mais c'est comme si les hommes disaient... parce que c'est connu quand même que les hommes ont plus facilement des calvities que les femmes. Il disait, c'est comme si on disait que, les femmes ont plus frappé les hommes que je sais pas quoi. Et donc, comme dans la préhistoire, elles nous frappaient, maintenant, on est tous... Enfin, voilà, on perd tous nos cheveux. Enfin... C'est vraiment aussi bête que si on disait un truc pareil. Et donc, effectivement, les féministes, au lieu de voir dans les différences un potentiel de complémentarité, d'entraide, etc., elles le voient comme c'est inégal. Et d'où l'importance de connaître la différence entre l'égalité et l'équité. L'équité, c'est chacun selon son dû. Et l'égalité, c'est tous pareil. Donc, pour donner un exemple simple, c'est on fait un dîner avec des hommes et des femmes. L'égalité, c'est je donne à chacun, je donne à chacun la même portion de pâtes. Et l'équité, c'est je donne à chacun selon sa constitution physique, selon ses besoins nutritionnels, etc. Donc, il y en a qui auront une plus grosse assiette, il y en aura qui auront une plus petite assiette. Et ça n'est pas de l'injustice, c'est tout simplement de l'équité. Et c'était toujours dans le même magazine, la féminité comme la virilité sont deux composantes indispensables et complémentaires à toute civilisation. Les opposer ne peut conduire qu'à la destruction de la société. Et ça, c'est Joseph de Maistre qui disait « Les femmes ne sont nullement condamnées à la médiocrité, elles peuvent même prétendre au sublime, mais au sublime féminin. Chaque être doit se tenir à sa place et ne pas affecter d'autres perfections que celles qui lui appartiennent. L'erreur de certaines femmes est d'imaginer que pour être distinguées, elles doivent l'être à la manière des hommes. » Ça, c'est Joseph de Maistre. Et je trouve ça assez parlant parce que, justement, on voit que la femme va beaucoup plus s'épanouir quand elle reste à sa place. Elle pourra faire beaucoup plus de bien quand elle le fait selon ses dispositions à elle, plutôt que d'essayer de copier les hommes ou de copier les femmes du monde, j'allais dire. Et pour terminer sur une note plus positive et sur l'exemple de la Sainte Vierge qui doit toujours être notre modèle, c'était dans l'imitation de la Sainte Vierge de Thomas Kempis. Il disait « L'amour de Marie apprend à mépriser le monde et servir Dieu dans l'humilité. L'amour de Marie éloigne toujours du mal et toujours ramène à pratiquer le bien. » Et je pense que c'est ce qu'on doit vraiment essayer de faire. Voilà, sois une vraie femme et fais le bien autour de toi, prends l'exemple de la Sainte Vierge et c'est comme ça qu'on pourra influencer en bien le monde qui nous entoure.